Donc Thierry, il est professeur associé à l'école de management de Lyon. Voilà. Et puis, il a fait beaucoup de travaux de recherche sur les comportements humains. Donc, il va nous partager les résultats, ton point de vue sur le sujet. Merci. Merci Caroline. Bonjour à tous. Donc, on a vu tout à l'heure des images de HAL 9000, qui était l'intelligence artificielle dans le vaisseau de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc ça, c'est la vision sombre, la vision dangereuse de l'IA. Dans les films ou dans les romans sur le sujet, on a l'autre vision, la vision claire. Vous avez vu peut-être le film Her de Spike Jonze. Donc vous voyez, les IA sont nos amis, les IA sont nos amoureux ou nos amoureuses, les IA sont nos serviteurs ou nos aides, très fidèles, même si à la fin du film, je vais pas vous raconter la fin si vous l'avez pas vu. Mais bon. Voilà, entre ces deux grandes, à la fois entre la peur d'un côté et l'adoration de l'autre, entre ces deux grands extrêmes, concrètement, si aujourd'hui on se pose la question des relations homme-IA, qu'est-ce que plus pragmatiquement on va aller creuser. Je vais vous donner une autre illustration qui ne vient pas des films de science-fiction. Mercredi dernier, mon fils est arrivé à la maison, donc il a 11 ans, et il me dit « Papa, j'ai une nouvelle histoire à te raconter ». Alors je l'écoute, et il me dit « Est-ce que tu connais l'histoire de l'armoire ?» Je dis « Non ». Il me dit « Elle n'est pas commode ». Je vois que vous appréciez cette histoire. Tout le monde a ri. Et cette histoire, en fait, je lui demande d'où il sort cette histoire, qui n'est pas aussi habituelle que les histoires qu'il me raconte. Et il me dit, c'est Siri qui me l'a raconté. J'ai été poser une question à Siri, je lui ai demandé, est-ce que tu as des blagues à me raconter? Il m'a raconté une histoire. Alors, vous voyez, Siri a de l'humour. Donc, c'est une intelligence artificielle qui entre en relation avec même un gamin de 11 ans. Alors, la question qui se pose, c'est cette intelligence artificielle, par exemple Siri, mais bon, c'est un exemple parmi d'autres, a une vraie intelligence cognitive. L'intelligence représentée par le quotient intellectuel, c'est... Alors, il y a plein de définitions, mais on va en prendre une. C'est la capacité à traiter de l'information et à s'adapter à son environnement. Voilà, ça, c'est de l'intelligence. Donc, il y a une capacité de Siri d'entendre la question, de reconnaître les mots, de répondre à la question, de s'adapter à la question. Donc ça, c'est de l'intelligence cognitive. Maintenant, est-ce que cette intelligence cognitive qu'ont les machines aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est d'abord de l'intelligence cognitive. C'est d'abord cette forme d'intelligence-là, représentée par le quotient intellectuel. Est-ce que ces machines ont également une intelligence émotionnelle? Est-ce que le rire, c'est une émotion? C'est l'émotion de la joie. Ça représente cette émotion-là. Donc, mon fils a ri, même si vous n'avez pas ri, lui, il a ri. Et il m'a fait rire aussi, parce que rien que de le voir rire, ça me fait marrer. Donc, est-ce que l'intelligence émotionnelle était dans la machine ou pas? Bon, là, en l'occurrence, elle n'y était pas forcément. Mais la question se pose aujourd'hui, d'autant plus que vous avez des chatbots comme ça qui entrent en relation avec les personnes et qui produisent des émotions chez eux. Alors, le fait est qu'on vient de voir là les deux grands axes de la relation. La relation, c'est d'abord de la performance, de l'efficacité, de la compétence, et d'autre part, de la chaleur humaine, de l'empathie et une forme de lien social. Voilà. Toutes les études en sociologie montrent que c'est les deux axes de la relation, la compétence et la chaleur humaine. Aujourd'hui, les IA sont sur la compétence, elles ne sont pas encore sur la chaleur humaine. Est-ce qu'elles vont y arriver? C'est une question justement qui se pose actuellement. Et on peut se demander si un jour ou l'autre, elles vont arriver à avoir aussi ce deuxième type d'intelligence. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle intelligence? On a dit que l'intelligence cognitive, c'était le traitement de l'information et l'adaptation à l'environnement. Il se trouve qu'il y a quelques années, c'était en 83, vous avez sans doute entendu parler de Goldman, mais en fait, Goldman a récupéré les recherches
d'autres chercheurs qui ont travaillé avant lui, hein. Et notamment, vous avez Salovey et Meyer. Hein, en 90, ils ont vraiment produit le concept d'intelligence émotionnelle. Et pourquoi c'est de l'intelligence? Parce que c'est aussi du traitement de l'information et de l'adaptation à l'environnement, sauf que c'est du traitement de l'information émotionnelle. Donc, est-ce que lorsqu'on a un bon niveau d'intelligence émotionnelle, on sait repérer, comprendre les émotions, les siennes, celles des autres, et les gérer, et donc avoir une adaptation à son environnement par le biais d'informations émotionnelles. Donc c'est aussi une forme d'intelligence. Donc aujourd'hui, on est dans une société qui valorise beaucoup l'empathie, qui valorise beaucoup... on a même parlé de société de l'empathie, hein, de civilisation de l'empathie. On valorise beaucoup l'épanouissement dans les relations. On est dans une société dans laquelle ces notions-là sont de plus en plus importantes. J'ai écrit un livre sur l'épanouissement récemment, donc pour ceux qui sont intéressés par le sujet, hein, S'épanouir sans gourou ni expert, aux éditions Erol. L'IA qui a montré qu'elle était capable, par exemple Watson d'IBM qui est capable d'avoir des diagnostics meilleurs qu'un médecin, AlphaGo qui peut battre un champion du monde de Go, Tesla avec les véhicules, bon, on n'en est pas encore là mais ça va venir, hein, les véhicules totalement autonomes. L'intelligence artificielle a montré ses compétences en intelligence cognitive. Donc qu'en est-il de ce deuxième axe, hein, en intelligence émotionnelle et en particulier en intelligence relationnelle, hein. L'intelligence émotionnelle est très très proche de ce qu'on appelle aussi l'intelligence relationnelle, c'est-à-dire la relation aux autres. Oui, merci. Le prochain qui sort en octobre, ça sera sur le management juste, hein, voilà, qui sera un petit peu la suite, hein, dans un domaine très proche. Alors, l'IA en deux mots, hein, puisqu'on en est à une intervention d'introduction, l'IA en deux mots, c'est un ensemble d'algorithmes, hein, qui utilisent des règles de calcul pour prendre des décisions. Donc c'est très proche de la définition de l'intelligence cognitive, hein, faire du traitement de l'information et s'adapter à son environnement. Alors, vous connaissez déjà plein d'IA, hein, vous connaissez Parcoursup, hein, on parle beaucoup de Parcoursup, hein, c'est un algorithme, hein, qui s'appelle Gay-Shapley, hein, qui fait des appariements, hein, entre des établissements et des étudiants. Vous connaissez les IA qui font du trading financier à haute fréquence, hein. En 0,1 milliseconde, vous pouvez prendre elles prennent des décisions d'achat ou de vente de titres. Alors tout ça a été rendu possible. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA parce que vous connaissez un peu l'historique, hein, vous avez le big data qui est apparu, les capacités de calcul qui se sont développées, les réseaux de neurones artificiels en couches, hein, qui permettent un apprentissage profond. Et on arrive aujourd'hui à des IA qui savent reconnaître, par exemple, des formes, par exemple reconnaître un chat, hein. Les chercheurs chez Google ont une IA qui sait reconnaître un chat alors qu'on ne lui a pas appris à reconnaître un chat. Donc on est effectivement allé assez loin. Et ces compétences aujourd'hui de l'IA permettent une révolution au travail. Alors on n'est qu'au début de cette révolution, mais cette révolution existe. Vous connaissez les précédentes révolutions industrielles, hein, qui ont la première et la seconde, hein, à base de vapeur puis d'électricité, qui ont permis à l'ensemble des personnes au travail de transformer leur vie, puisqu'on est passé de 90% de personnes vivant à la campagne et travaillant les champs à 76% aujourd'hui de personnes dans les services. Cette révolution industrielle, donc ces deux révolutions industrielles ont entraîné un fort exode rural. Aujourd'hui, dans la troisième révolution industrielle qu'on est en train de vivre, l'intelligence artificielle a une place importante et transforme à nouveau un certain nombre de jobs. Par exemple, hein, les comptables, les conseillers bancaires, les télémarketeurs, les standardistes, ceux qui enregistrent les données, les gestionnaires de paye, les secrétaires et les assistants spécialisés, notamment en juridique et médical, plus généralement de nombreux employés administratifs, leurs jobs, entre 93 et 96 aux États-Unis, ont diminué de -6 à -23%. Et notamment du fait des IA. Alors, les IA de première génération, hein, qui étaient les ERP, mais également les IA, hein, des générations ultérieures. Et les IA des prochaines générations vont encore amplifier ce phénomène. Notamment, on parle beaucoup des chauffeurs de taxi qui seront remplacés par des véhicules totalement autonomes. Sauf que ce que fait l'IA, c'est pas remplacer à l'identique des êtres humains. On prend un exemple, hein. Vous avez entendu parler de Watson, hein, au CIC en 2017. Vous avez 20 000 conseillers de clientèle qui donnent des conseils pour ce qui concerne la prévoyance, les produits financiers. Watson ne les a pas remplacés. Watson est une IA, hein, qui a été mise en place et qui simplement
elle analyse les emails, elle analyse les dossiers des clients et elle donne des conseils au conseiller clientèle qui lui-même ensuite garde la relation avec le client. Donc l'IA est un assistant du conseiller clientèle et le conseiller clientèle garde la relation avec le client. Et a plus de temps, non pas pour aller regarder sur son ordinateur quel produit financier serait le plus adapté, puisque ça l'IA lui dit. En revanche, il a plus de temps pour gérer la relation. Gérer la relation, faire un meilleur diagnostic, avoir plus d'empathie, avoir plus de chaleur humaine justement, et offrir un service qui sera en l'occurrence mieux adapté au client et à meilleure valeur ajoutée pour la banque. Donc c'est plutôt ça le modèle aujourd'hui sur lequel on est avec les IA, c'est-à-dire c'est pas remplacer une personne au travail, c'est lui donner une aide, une assistance, une compétence technique beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Watson est fiable à 90%, d'après les premiers retours. Et le conseiller clientèle, lui, d'une part, doit évidemment apprendre à gérer la machine, mais après, peut passer plus de temps dans la relation humaine. Alors ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc à long terme, on peut se poser la question de savoir est-ce que les IA pourront aller un peu plus loin et aller également dans la relation. Alors on a vu déjà des choses qui se sont produites. Par exemple, on sait qu'on a tendance à humaniser les objets. Vous avez peut-être vu passer l'étude sur les soldats en Afghanistan, les soldats américains, qui ont un petit robot détecteur de mines, et ils sont très, très, très attachés à leur robot, comme si c'était une personne humaine. Ils prennent même des risques pour leur vie pour sauver leur robot. C'est encore plus flagrant lorsque le robot a une forme humaine. Par exemple, on s'est rendu compte que lorsqu'on fait une violence à un robot, on a les mêmes réactions cérébrales et émotionnelles que si on fait une violence à un être humain, lorsque celui-ci a une forme humaine. On a vu également des expériences dans lesquelles, alors c'était pas une vraie intelligence artificielle, c'était une intelligence artificielle simulée, mais les personnes qui participaient à l'expérience croyaient que c'était un robot avec une intelligence artificielle et c'était aussi un robot qui avait une fonction d'agent conversationnel, qui pouvait converser en langage naturel avec les personnes. Et ce que faisait donc ce robot, c'est qu'il simulait la même humeur que le participant. Et en simulant la même humeur, ça créait un effet d'empathie simulé qui faisait que la personne se sentait en confiance et faisait les tâches qu'on lui demandait de faire. Avec 65% de performance en plus dans les tâches lorsque le robot avait la même humeur que lui. Donc il se sentait bien avec ce robot. Voilà, donc il y a quand même des effets. Sauf que ces effets sont extrêmement limités. Vous connaissez le test de Turing, c'est-à-dire que le test de Turing, c'est est-ce que une intelligence artificielle peut apparaître comme étant une intelligence humaine? Donc oui, si 30% d'un jury, après avoir conversé avec cette intelligence artificielle, au moins 30% d'un jury dit je suis face à un humain. Et pour l'instant, aucune intelligence artificielle n'a passé ce test. Par ailleurs, aujourd'hui, on a vraiment des besoins d'empathie. Par exemple, lorsque en management, on annonce une mauvaise nouvelle, lorsque vous divorcez, lorsque vous portez plainte dans un commissariat, lorsque vous êtes un consommateur mécontent, lorsque vous êtes un patient à qui on annonce une maladie, vous avez besoin d'une réelle empathie. Et cette empathie-là, elle est profonde. En face de vous, vous avez besoin de quelqu'un dont vous sentez qu'il est avec vous dans ce moment-là, et qui vous comprend, et qui se met à votre place, et qui intervient pour vous montrer qu'il est là avec vous, qui vous comprend. L'intelligence émotionnelle, pour l'instant, l'intelligence artificielle, pardon, pour l'instant ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'on a une intelligence artificielle aujourd'hui sans conscience, c'est-à-dire sans subjectivité, sans théorie de l'esprit, et qui n'a pas d'émotion, et qui ne fait que simuler une empathie très limitée. Alors, aujourd'hui, donc, les IA sont très fortes sur les tâches cognitives, et c'est ce qui leur permet de remplacer un certain nombre de jobs dans les services, même si ils ne remplacent que la partie technique de ces jobs. Aujourd'hui, elles ne peuvent que simuler l'empathie, et cette simulation d'empathie, on le sait bien, vous avez sans doute déjà rencontré des personnes manipulatrices. On les appelle parfois des psychopathes ou des sociopathes. C'est des gens qui font semblant d'avoir des émotions pour que vous puissiez, pour qu'ils puissent profiter de quelque chose. Ils ont un objectif auprès de vous et ils simulent des émotions simplement pour que leur objectif soit réalisé. C'est exactement ce que fait aujourd'hui une intelligence artificielle. Et on sait que lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui rentre dans une manipulation et qu'on s'en rend compte, au bout d'un moment on s'en rend compte,
ben, vous avez un retour de bâton, un effet boomerang. Donc aujourd'hui, c'est là qu'on en est. Donc pour l'instant, le développement de l'intelligence artificielle est au contraire une formidable opportunité pour investir plus les relations humaines, pour les humains. Donc on a parlé tout à l'heure d'exode rural, hein. Ben, on a une sorte d'exode également avec cette troisième révolution industrielle aujourd'hui, qui est un exode un peu plus particulier, c'est l'exode vers la relation. C'est-à-dire que la relation, alors la créativité également, hein, mais ça on en parle un peu moins, on en parlera peut-être plus tard. La créativité et surtout la relation humaine, la chaleur humaine, l'empathie restent fondamentalement humaines, et c'est là-dessus que des nouvelles fonctions économiques vont se développer, vont se créer. Et c'est là-dessus qu'on a une opportunité de développement. Donc les relations humaines restent encore, hein, et pour longtemps sans doute, l'apanage des êtres humains. Voilà. Donc je terminerai là-dessus et je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette intervention? Qu'est-ce que ça vous évoque? Merci. Vous avez parlé de l'empathie d'un médecin ou d'un conseiller, notamment en cas de changement compliqué. On va dire c'est souvent les situations dans lesquelles les êtres humains ont besoin d'être accompagnés, c'est quand le changement est compliqué. Moi, je ne crois pas qu'on demande forcément de l'empathie à un médecin qui accompagne un malade atteint d'un cancer. On lui demande plutôt de la sympathie. Si le médecin a les mêmes émotions que son patient, c'est très compliqué. Alors, ça dépend comment vous définissez empathie. La sympathie, c'est le fait de ressentir justement les émotions de la personne. La sympathie, ça ne vous permet pas une prise de recul. Dans l'empathie, vous avez à la fois, vous vous mettez dans les chaussures de l'autre personne et à la fois, vous ne pleurez pas avec elle. Et donc l'empathie, ça vous permet de réagir sans tomber dans les mêmes émotions que la personne qui est en face de vous. L'empathie peut produire, hein, la forme pratique et concrète de l'empathie, c'est la compassion. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose de concret pour alléger la souffrance de l'autre. Et ça, je peux le faire que si j'ai une empathie avec un minimum de prise de recul par rapport à ce qui arrive. Alors, vous avez raison, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas empathiques. Mais justement, aujourd'hui, ils n'ont jamais été formés à ça. Mais aujourd'hui, les patients le demandent. Donc on est dans une nouvelle société dans laquelle, par exemple à une époque, les médecins mentaient sciemment, parce que c'est ce qu'on leur conseillait de faire, hein, aux patients, même s'il avait une maladie qui allait l'amener à mourir dans les 3 mois selon le diagnostic. Hein, le médecin ne le disait pas. Aujourd'hui, les patients le demandent, ils veulent le savoir, mais ils ne veulent pas le savoir d'une façon brutale. Voilà. Donc on a une nouvelle demande sociale d'empathie. Et les médecins en particulier commencent à être formés à ça. Et donc c'est plus seulement les infirmières. Hein. Jusqu'à présent, il y avait un partage des tâches. Hein. C'est les infirmières qui étaient empathiques et les médecins qui étaient sérieux et qui ne disaient rien. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une transformation aussi dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a une autre question ? Moi, j'en ai une, toujours dans le côté de définition. Dans les organisations, on parle d'intelligence émotionnelle, parfois on parle d'intelligence relationnelle. Est-ce qu'on peut un peu différencier les deux ? Et qu'est-ce que ça veut dire, finalement, dans des entreprises, d'essayer de travailler ces dimensions ? L'intelligence émotionnelle, c'est comme je l'ai dit, c'est le fait de savoir traiter de l'information de type émotionnel, de façon à repérer les émotions qu'on a et qu'ont les autres, de façon à les comprendre et de façon à les gérer. Et l'intelligence relationnelle, c'est très proche. Simplement, c'est différentes écoles, différentes sources de recherche. Mais c'est très très proche. L'intelligence relationnelle, c'est la capacité à se relier à l'autre, hein, d'une façon coopérative, en comprenant la personne, en repérant ses signaux et en s'adaptant, tout en communiquant soi-même ses besoins d'une façon non angoissée ni brutale. Voilà, donc c'est assez proche. On voit parfois l'intelligence émotionnelle comme une sous-catégorie de l'intelligence relationnelle. Donc on a énormément, vous voyez, comme c'est des notions qui sont assez récentes, on a tout de suite tout un vocabulaire très varié
qui dépend de qui a fait la recherche en question. On a parfois des chercheurs qui n'ont pas de nouveaux concepts, mais qui ont des nouveaux noms pour des concepts qui existent déjà. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc il faut faire un peu le ménage, effectivement, pour s'y retrouver. Oui, ça ne nous aide pas du tout. Même. Bon, merci beaucoup Thierry. Avec plaisir.